Il ne croyait pas du tout à ce genre de récit au début, mais qu'après quelques mois passés sur place, il avait changé d'avis. J'ai travaillé comme aide-soignante de nuit dans une unité Alzheimer-démence. L'une des patientes criait fréquemment pendant la nuit, et à mesure que sa maladie progressait, ses cris devenaient de plus en plus fréquents et perçants. Elle appelait sans cesse le nom de son mari Harold, et cela, à toute heure de la nuit. Dans les derniers jours avant sa mort, elle continuait à crier malgré tous nos efforts pour la soulager avec des calmants, des couvertures chaudes et en la réinstallant confortablement. La dernière nuit avant son décès, je faisais ma tournée vers 2 heures du matin lorsque je l'ai entendue crier à nouveau. Je me suis immédiatement levé pour aller la voir. En descendant le couloir, j'ai vu un homme grand et mince se lever d'une chaise et entrer dans sa chambre. Je savais que les visites n'étaient normalement pas autorisées à cette heure-là, mais parfois, des exceptions étaient faites pour les personnes en fin de vie. J'étais mal à l'aise, troublé par ce que je venais de voir, et je me suis tourné, un peu hésitante. C'est alors que j'ai aperçu l'une de nos autres patientes, douce mais incapable de dormir, qui se tenait à côté de moi. Elle pointait l'homme du doigt au même moment. J'ai alors couru jusqu'au poste de soins pour raconter à l'infirmière ce que nous avions vu, moi et cette patiente. Naturellement, l'infirmière a fait la tournée avec moi, mais la silhouette avait disparu. Le plus troublant est survenu après le décès de cette patiente. En posant de vieilles photos sur son lit, on a vu cet homme apparaître sur de nombreuses images. C'était bien lui. Son mari, Harold. Décédé plusieurs années auparavant. J'ai été témoin de nombreuses choses paranormales, mais l'une des plus marquantes s'est produite la nuit suivant le décès de mon père. Il croyait profondément au paranormal et était très superstitieux. Il lui arrivait toujours des choses étranges ou mauvaises un vendredi 13. Et, justement, il est mort un vendredi 13. Il plaisantait souvent en disant que, quand il mourrait, il reviendrait hanter les gens. Ce soir-là, ma mère, ma sœur et moi étions assises autour de la table de la cuisine quand, soudain, le placard juste à côté s'est ouvert violemment, comme projeté par une force invisible. On s'est regardé, un peu stupéfaite, en se disant que ce n'était pas possible. Ma sœur s'est levée et a refermé les portes du placard. Ce placard avait été repeint plusieurs fois au fil des années, et ses portes étaient très difficiles à ouvrir. Ma sœur a tiré dessus pour s'assurer qu'elles étaient bien fermées. Quelques minutes plus tard, les portes se sont de nouveau ouvertes d'un coup sec. Je suis presque certaine que c'était mon père qui s'amusait avec nous. Les portes de ce placard ne s'étaient jamais ouvertes toutes seules auparavant, et elles ne l'ont plus jamais fait depuis. J'ai vécu tellement de phénomènes de ce genre que je pourrais probablement en faire un livre. Mon père, lui aussi, avait de nombreuses histoires à raconter. J'ai plusieurs histoires à raconter, et j'adore les partager parce qu'elles ne m'ont jamais vraiment fait peur. Je savais qui c'était, alors pour moi, ce n'était pas effrayant. Quand j'avais 15 ans, ma grand-mère est décédée dans son sommeil à l'âge de 52 ans. 2 ans plus tard, nous avons emménagé chez mon grand-père pour l'aider à payer ses factures. Après la naissance de mon petit frère, alors que j'avais 17 ans, je suis devenu la baby-sitter à plein temps pour ma mère, ce qui faisait que j'étais souvent seul à la maison avec lui. Et à chaque fois qu'on le mettait au lit et qu'il bougeait un peu, je te jure, on entendait ma grand-mère faire chute et le bercer doucement pour l'aider à se rendormir. Avec les années, ce genre de choses est devenu de plus en plus fréquent, et j'y étais habitué. Mais ma petite sœur, qui vivait avec mon père, ne savait pas que tout ça arrivait aussi souvent, et elle n'y croyait pas trop non plus. Un soir, elle est venue passer la nuit chez moi, avec mon petit frère qui avait environ 2 ans à l'époque. On était au sous-sol, et tout à coup, on a entendu des bruits de pas à l'étage. Comme ces bruits bien particuliers des pantoufles à semelles dures que portaient tous les grands-parents dans les années 2000. Les pas allaient tout droit de sa chambre jusqu'à la cuisine, on a entendu la bouilloire s'enclencher, la télé s'allumer, et de la musique blues sortir de sa chambre, alors qu'il n'y avait absolument rien allumé. Ma sœur était tellement terrifiée qu'elle a appelé mon père en pleurant pour qu'il vienne la chercher.
Une autre fois, toujours dans cette maison, j'étais allongé sur le canapé du salon à l'étage. Il y avait un miroir en forme de fenêtre à l'autre bout de la pièce. Depuis l'endroit où j'étais, en regardant dans ce miroir, je pouvais voir le mur directement au-dessus de moi. Et là, je te jure, j'ai vu le visage de ma grand-mère sortir du mur, me regarder et me sourire. Je n'ai jamais eu peur, pas une seule fois. On était très proche de son vivant, et le fait qu'elle reste présente après sa mort, d'une certaine manière, ça m'a toujours réconforté. Mon ancienne maison était le théâtre de phénomènes étranges que je n'ai toujours pas réussi à expliquer. Le premier détail qui m'a intrigué, c'était mes verres propres qui se retournaient tout seuls. J'entendais le bruit distinct d'un verre posé brutalement, qui se mettait à osciller en cercle sur sa base avant de se stabiliser. Si je me levais assez vite, je pouvais encore voir le verre en train de vaciller. Cela ne concernait que mes verres en verre, jamais mes tasses ni les autres types de vaisselle. Et uniquement ceux qui séchaient sur un torchon ou sur l'égouttoir. Le torchon était assez épais pour amortir, et l'égouttoir avait un fond à fente, donc rien qui puisse créer une succion ou un effet de vide avec le plan de travail. Même quand l'égouttoir était plein, les verres se retournaient quand même, bien qu'ils n'avaient plus la place pour vaciller. J'ai tenté toutes sortes d'expériences pour reproduire ce phénomène de façon rationnelle, sans succès. Un de mes placards de cuisine était aussi très particulier. Il était difficile à ouvrir ou à fermer, et produisait un grand bruit sec à chaque mouvement. Pourtant, il lui arrivait de s'ouvrir tout seul, de façon aléatoire, parfois pendant plusieurs jours d'affilée, puis plus rien pendant un moment. Et il fallait vraiment forcer pour le refermer. Et puis il y avait la nuit. Mon chat n'aime pas les inconnus. Alors le voir grogner en regardant vers le couloir, fixer quelque chose d'environ 1,80 m de haut, puis d'étaler en courant la queue entre les jambes, c'était franchement terrifiant. À cela s'ajoutait une planche très grinçante tout en haut de l'escalier. Quand mon chat marchait dessus, ça donnait l'impression qu'il poussait un hurlement de mort. J'ai fini par m'armer de prières, et du plus gros marteau que j'ai pu trouver. La planche n'a plus jamais couiné. Tous ces événements arrivaient quelques fois par mois, jusqu'au soir où j'ai pris le temps de prier dans chaque pièce de la maison et dans chaque recoin du jardin. Depuis, plus rien. Pas un seul phénomène. Eh bien, je suppose que je vais partager mon histoire. J'avais environ 18 ans à l'époque et je vivais encore chez ma mère. Cela remonte à pas mal d'années maintenant. Bref, il était tard dans la nuit, environ 2 heures du matin. J'étais au lit quand j'ai cru entendre un bruit dans la cuisine. Étant l'homme de la maison, j'ai attrapé un haltère en métal, pensant qu'il pouvait s'agir d'un intrus, et je suis descendu prudemment et lentement les escaliers. Je n'ai pas allumé les lumières pour ne pas effrayer un éventuel cambrioleur. En descendant, j'ai ressenti un malaise étrange. Vous savez, ce genre de pressentiment qui vous dit « quelque chose va se passer ». Ce sentiment bizarre dans les tripes, cette montée soudaine d'adrénaline qui vous pousse à fuir ou à vous battre. J'étais complètement envahi par cette sensation. Je ne sais pas si c'était l'adrénaline ou autre chose, mais j'étais très alerte et quelque chose ne tournait pas rond. À chaque marche descendue, ce sentiment devenait de plus en plus intense. J'ai fini par arriver dans la cuisine, là où j'avais cru entendre un bruit, et j'ai voulu allumer la lumière. Au moment où j'ai actionné l'interrupteur, la pièce s'est illuminée d'un coup, de façon incroyablement vive, comme si une lumière ultra puissante s'était allumée. J'ai alors vu une vieille femme assise à la table de la cuisine, qui regardait dans ma direction. Elle portait une chemise de nuit blanche et m'a demandé « C'est toi, Bobby ?» J'ai eu l'impression que le temps s'était figé. J'étais paralysé, incapable de répondre. Puis j'ai cligné des yeux et elle avait disparu. La cuisine était redevenue calme et vide, avec sa lumière normale. Tout était en ordre, et la vieille dame n'était plus là. Je suis resté figé sur place, complètement choqué. Mon cœur battait à tout rompre alors que j'essayais de comprendre ce que je venais de voir. Je suis pourtant quelqu'un de très sceptique et j'ai tenté de me convaincre que je devais être encore en train de rêver. Je me suis même mis à rire doucement,
en me disant que j'avais une sacrée imagination. J'ai vérifié les autres pièces pour me rassurer, puis je suis remonté me coucher. Après environ 20 minutes à repenser à tout ça, j'ai réussi à m'endormir. Le lendemain, je me suis levé tard et j'ai raconté l'histoire à ma mère, à moitié en me moquant de moi-même. Je lui ai dit en rigolant que j'avais vu un fantôme la nuit dernière et qu'elle cherchait Bobby, mais qu'elle avait dû être déçue de tomber sur moi. Ma mère m'a alors expliqué que, avant que nous emménagions, une vieille dame était décédée dans la maison. Son mari, Robert, qu'on appelait Bobby, était mort quelques années avant elle. Je ne sais toujours pas quoi en penser. Comme je l'ai dit, je suis plutôt sceptique, mais il est difficile d'expliquer ce que j'ai vu et entendu. Cela me laisse encore perplexe, même 17 ans plus tard. Je marchais avec mes potes en direction de chez un autre ami, vers 1h du matin. On avait un peu bu, mais la nuit ne faisait que commencer. On se dirigeait vers un autre endroit en empruntant une longue route de campagne qui longeait de vastes champs ouverts s'étendant jusqu'à une forêt lointaine. C'était une nuit claire, éclairée par la lune, et je me souviens me sentir parfaitement lucide, appréciant vraiment l'air frais pendant qu'on marchait. En avançant, je me laissais simplement porter par le paysage, comme on ne peut le faire qu'à 1h du matin lors d'une nuit calme et claire. Mon regard a dérivé vers un champ. En balayant lentement la zone du regard, j'ai remarqué quelque chose d'extrêmement sombre à environ 150 mètres. Tout le champ brillait sous la lumière lunaire, avec de légers passages nuageux projetant quelques ombres ici et là, mais cette chose-là était d'un noir absolu. Ça ressemblait à une masse d'obsidienne ou de noir vanta, très près du sol. C'était comme si quelque chose avait été recouvert d'un drap ou d'un voile noir impossible, et ça semblait se déplacer très lentement, d'une manière flottante, irrégulière, presque entraînant. Je me souviens l'avoir fixé pendant 5 longues secondes avant d'être soudain saisi par une impression de malaise. J'ai alors compris que j'étais en train de regarder quelque chose de vraiment anormal. La lumière de la lune balayait le champ, les nuages glissaient lentement au-dessus, et cette chose restait là, totalement noire, comme une absence de lumière, un vide pur qui glissait doucement près du sol. Je l'ai observé, fasciné et choqué, jusqu'à ce qu'on dépasse le champ et que je la perde de vue. J'étais trop sidéré pour dire quoi que ce soit sur le moment. Ce n'est qu'une fois arrivé chez notre ami que j'en ai parlé. Mais dès que j'ai commencé à évoquer ce que j'avais vu, tous mes potes se sont moqués de moi. Ils m'ont dit que j'étais torché, que je voyais des trucs dans le noir et que je n'avais rien vu du tout. Je n'ai même pas eu le temps de décrire ce que j'avais vu. J'ai juste dit que j'avais vu un truc vraiment bizarre dans le champ et ils ont tout de suite coupé court en me disant de laisser tomber, qu'on n'avait pas besoin de ça ce soir-là. Quelques minutes plus tard, la copine d'un de mes amis est venue me voir discrètement pour me dire qu'elle aussi avait vu quelque chose d'étrange. Elle m'a dit qu'elle avait vu une chose très noire, qui lui avait paru vraiment étrange et hors de place. Je lui ai dit que j'avais vu exactement la même chose et je l'ai remercié de me faire sentir moins fou. On n'en a jamais reparlé. Aujourd'hui encore, quand j'y repense, je me demande ce que ça pouvait bien être. Une sorte d'extraterrestre avec un manteau d'invisibilité? Un esprit de la nuit ou de la forêt qui se baladait dans le champ? Je n'arrive pas à trouver d'explication. Le champ tout entier, devant et derrière cette chose, était baigné de lumière lunaire, et pourtant cette masse restait là, complètement noire, comme un vide total. Qu'est-ce que c'était, bordel? Mon père était agriculteur, et un jour il a coincé son tracteur. J'avais environ 16 ans à ce moment-là. J'ai pris notre camion et je suis allé là où il était resté bloqué, vers le fond de notre ferme de 80 acres. J'ai réussi à dégager son tracteur, mais la nuit commençait déjà à tomber. J'ai repris la route vers la maison et mon père me suivait avec le tracteur. Tout à coup, une lumière vive a survolé nos têtes et s'est mise à flotter au-dessus de nous. Je ne pouvais pas vraiment dire si ça faisait du bruit ou non, car le tracteur était trop bruyant. J'ai supposé que c'était un hélicoptère. Il y avait une base militaire pas très loin. Mais plus on se rapprochait de la maison, plus la lumière montait à environ 60 mètres d'altitude et se dirigeait vers la maison. Elle s'est arrêtée juste au-dessus,
puis elle est descendue à environ 3 mètres du toit. Je suis sorti de mon camion après l'avoir garé près de la maison et j'ai observé ce truc. Il projetait une lumière incroyablement puissante directement sur la maison, éclairant tout le bâtiment et la cour. Je pouvais distinguer une sorte de structure métallique d'où sortait ce faisceau. Mon père est arrivé avec le tracteur, puis l'a éteint. L'objet dans le ciel ne faisait aucun bruit. Il planait au-dessus de la maison dans un silence total. À ce moment-là, j'ai écarté l'idée de l'hélicoptère. J'ai regardé mon père et il m'a confirmé qu'il voyait exactement la même chose que moi. On l'a observé pendant environ 5 minutes. Ensuite, l'objet a flotté de l'autre côté de la rue et s'est arrêté au-dessus de la maison de notre voisin pendant quelques minutes, puis il est monté dans le ciel et a disparu derrière les arbres. Personne ne nous a cru, mais on a bel et bien vu un engin d'origine inconnue. Pour nous, c'était clairement un vaisseau extraterrestre. J'étais étudiant à Maastricht, aux Pays-Bas, à l'époque. Un après-midi, ma mère et moi sommes allés au cimetière local pour visiter et nettoyer la tombe de ma grand-mère. En regardant les tombes, nous avons parlé de la vie, de la mort, et d'une possible vie après la mort. Comme j'étais fermement convaincu qu'il n'y en avait pas, j'ai décidé que c'était le moment et l'endroit idéal pour déclarer à voix haute, avec un certain courage, que si une forme de vie après la mort existait, elle pouvait se manifester à moi ici et maintenant. Que j'étais ouvert à cela. Aussitôt, je me suis senti assez mal à l'aise, mais j'ai supposé que c'était irrationnel. Rien ne s'est produit, aucun signe des morts. Nous avons donc nettoyé la tombe, puis bu un café. Ma mère est rentrée chez elle et moi, je suis retourné à ma résidence étudiante. J'ai complètement oublié cette histoire de cimetière. Ma copine est venue me voir. On a regardé un film et, plus tard, on s'est couché. Allongé dans le lit, on discutait de tout et de rien, de choses joyeuses, en se préparant à dormir. On s'est souhaité bonne nuit et on s'est installé. C'est à ce moment-là que, sans raison apparente, je me suis senti extrêmement mal à l'aise. Exactement au même moment, ma copine m'a dit qu'elle se sentait aussi très mal et qu'elle voulait se coller contre moi. Elle l'a fait, me serrant fort. Ce furent les derniers mots que nous avons échangés cette nuit-là. Je vais essayer d'expliquer ce que j'ai ressenti. Au début, je pensais que c'était simplement son malaise à elle que je percevais, ce qui aurait déjà été étrange. Mais ensuite, quelque chose d'encore plus étrange s'est produit. Une présence invisible, intense, faite de panique et de peur, est entrée dans la pièce et s'est mise à grandir rapidement. Il n'y avait rien de visible, mais l'air était devenu lourd, épais. Comme si une sorte de boule de panique invisible rebondissait d'un mur à l'autre dans la chambre. Convaincu que tout cela se passait uniquement dans ma tête, je me suis même demandé si j'étais en train de faire un AVC ou une psychose. J'ai décidé d'attendre que ça passe et j'ai fermé les yeux. Mais même les yeux fermés, je voyais vaguement dans mon esprit la silhouette d'un homme passer brièvement. Ça ne s'est produit que quelques fois. C'était un homme d'environ 50 ans, avec du ventre et une barbiche. Il avait une bouche démesurément grande et il hurlait de terreur. C'était clairement la boule de panique qui rebondissait dans ma chambre. Ne sachant pas quoi faire face à cette situation surréaliste, j'ai commencé à lui parler dans ma tête, comme on parle en pensée. Je lui disais des choses comme « Je ne peux rien faire pour toi, s'il te plaît, pars ». Mais ça ne semblait pas l'atteindre du tout. C'était une expérience très intense, surréaliste, remplie de chaos, de panique, de peur, et d'une atmosphère pesante dans ma petite chambre. Cela m'a semblé durer 10 minutes, même si ça a probablement été bien plus court. Puis, d'un seul coup, tout a disparu. La chambre était redevenue normale, comme si le pire des orages avait cédé la place à une belle journée ensoleillée avec des oiseaux qui chantent. J'ai rarement ressenti un tel soulagement. Et à cause de ça, je me suis endormi presque instantanément. Le lendemain, on s'est levé comme si de rien n'était. En buvant un café dans la cuisine, j'avais complètement oublié l'événement jusqu'à ce que ma copine me dise qu'elle s'était vraiment sentie très mal la nuit précédente. En me souvenant de tout, je lui ai dit que j'avais ressenti une présence de panique dans la pièce. Elle m'a répondu qu'elle avait ressenti exactement la même chose, et qu'elle avait même entrevu la silhouette d'un homme.
Un homme d'environ 50 ans, avec du ventre, a-t-elle dit. J'ai répondu, non, attends, avec une barbiche? Elle a commencé à pleurer. Avec une barbiche, m'a-t-elle dit. Nous étions tous les deux sous le choc. Apparemment, la nuit précédente, nous avions tous les deux vu le même homme invisible, rebondissant dans la pièce comme un fantôme paniqué. Il m'a fallu quelques heures pour réaliser que j'avais probablement moi-même provoqué cette situation en lançant cette invitation imprudente au cimetière la veille. Je ne m'étais jamais attendu à ce qu'il se passe réellement quelque chose. Le fait que ma copine ait vécu exactement la même chose m'a convaincu que ce n'était pas une hallucination mentale ou un rêve. Sinon, je pense que j'aurais complètement rejeté l'expérience. Depuis ce jour-là, j'ai la sensation que cette histoire de vie et de mort est bien plus mystérieuse et magique qu'on ne le pense. Et par « magique », je veux dire que nous n'en comprenons encore ni les mécanismes ni le sens. Je pense que ce type, avec son ventre rond et sa barbiche, traînait peut-être près de sa propre tombe au cimetière. Peut-être qu'il était mort récemment et qu'il n'avait pas encore accepté la situation. Je suis arrivé, sans méfiance, en invitant tous les morts du cimetière à venir prendre un café. Lui, il a été intéressé, mais comme tous les fantômes, il ne pouvait venir que tard dans la nuit. Il a alors essayé d'entrer en contact avec moi, comme une boule de panique qui rebondissait partout. Mais c'était une communication ratée, et face à ma peur, je suis resté immobile, comme si je ne le remarquais même pas. J'ai essayé de lui parler dans ma tête pour qu'il parte, mais manifestement ça ne l'atteignait pas. Au bout d'un moment, il est parti, voyant qu'il n'obtenait aucune réponse. J'étais très heureux qu'il soit parti, et je me suis endormi comme un prince. Je travaillais dans la cave d'un client. Je suis sorti par la porte extérieure du sous-sol pour aller chercher du matériel dans le camion, et j'avais coincé la porte intérieure de la cave derrière une poutre pour pouvoir entrer et sortir facilement, les bras chargés, par la porte extérieure. J'ai complètement oublié cette porte intérieure en revenant, et je devais à peine l'avoir dépassée de quelques centimètres quand elle a claqué violemment derrière moi. Impossible qu'elle se soit décoincée toute seule de derrière la poutre, j'avais littéralement dû la tordre un peu pour la caler comme ça. Je suis resté figé une seconde, un peu confus, puis j'ai juste dit « merci » et j'ai fini mon travail. Quand j'ai parlé à la propriétaire ensuite, je lui ai dit « vous savez que vous avez un fantôme ?» Elle m'a répondu qu'il le voyait de temps en temps, que c'était un homme qui vivait là avant et qui était mort dans la maison. Il traîne encore dans les parages. Je suis à 100% certain que cette porte ne s'est pas refermée toute seule. Peu de temps après notre mariage, ma première femme et moi avons décidé de déménager. Sa famille est venue pour charger toutes nos affaires et les emmener dans notre nouvelle maison. Ils sont partis en avance pendant que nous finissions de nettoyer l'appartement et de régler les derniers détails en ville. Nous avons finalement passé 1 ou 2 jours chez sa mère. La dernière nuit avant notre départ, nous avons loué un film, commandé à manger, et nous nous sommes détendus. Sa mère a la main verte. Cette femme pourrait faire pousser des orchidées sur du béton. Son salon ressemblait à un jardin botanique. Il y avait des plantes partout. Ma femme et moi nous sommes installés pour regarder le film. À un moment, j'ai vu une des plantes suspendues bouger. Juste un petit mouvement, mais assez pour que je le remarque du coin de l'œil. J'ai regardé dans sa direction, mais rien ne s'est passé. Quelques minutes plus tard, la plante a de nouveau bougé. Cette fois, plus fort, comme si quelqu'un tirait doucement sur la liane. J'ai regardé et j'ai dit, qu'est-ce que c'était ? Ma femme a rigolé et m'a dit, c'est le chat fantôme. Je t'ai dit que la maison de maman était hantée. Je lui ai répondu que c'était n'importe quoi. Elle m'a fait un petit sourire du genre, crois ce que tu veux. J'ai regardé la plante, et cette saleté a encore bougé. Cette fois, vraiment fort, comme si quelque chose l'attirait. Je me suis levé et je suis allé voir de plus près. Ma femme trouvait ça drôle, mais moi, je me disais, c'est quoi ce délire ? Il y a forcément une souris ou un truc du genre sur cette plante. Elle m'a répondu, je te l'avais dit. Tu ne m'as pas cru. Mais c'est juste un chat,
il ne va pas te faire de mal. J'ai cherché partout une explication à ce mouvement. Il n'y avait pas de courant d'air, aucune fenêtre ouverte, et je n'ai trouvé aucun animal sur cette fichue plante. Je n'arrive toujours pas à comprendre comment elle a pu bouger autant sans aucune force extérieure. Quand j'avais environ 15 ans, j'étais seul à la maison, allongé dans mon lit, en train d'essayer de dormir. Chez mes parents, le sol est en bois, donc on entend très facilement quand quelqu'un marche dans la maison. J'ai commencé à entendre des bruits de pas, comme si quelqu'un se promenait. J'étais confus, mais surtout trop terrifié pour bouger. Je me suis alors recouvert entièrement avec ma couverture, ne laissant dépasser que l'arrière de ma tête, et j'ai continué à entendre les bruits qui se rapprochaient. Puis soudain, j'ai senti un souffle d'air glacé contre l'arrière de mon crâne, comme si quelqu'un respirait juste derrière moi. J'étais au bord de la panique, persuadé qu'un malade s'était introduit dans la maison et qu'il était en train de me fixer. J'étais à 2 doigts de pleurer, tellement l'expérience m'a traumatisé. Ce souffle, je l'ai senti pendant un moment, avant qu'il ne s'arrête brusquement. Ensuite, j'ai entendu quelque chose sortir de ma chambre, puis plus rien. Plus un bruit. Et pourtant, je dors toujours porte fermée. Le lendemain matin, elle était grande ouverte. Autant dire que je n'ai pas dormi correctement pendant des semaines. J'en ai parlé à mes parents. Ils ont vérifié s'il y avait des signes d'effraction, mais rien du tout. Ils ont aussi demandé à notre voisin de jeter un œil aux caméras de sécurité installées sur son porche, qui donnent aussi sur le nôtre. Aucun mouvement, personne n'est entré ni sorti cette nuit-là. Je n'ai rien vu de surnaturel, mais j'ai ressenti quelque chose. Et ce quelque chose, quoi que ce soit, était là, dans cette maison. Et rien que d'y repenser, ça me fout encore la trouille. J'étais en classe de seconde, à la maison pendant les vacances, en train de jouer à des jeux vidéo dans ma chambre. Ma porte s'est ouverte et refermée toute seule. 2 fois. La première, je l'ai vue bouger du coin de l'œil. La seconde fois, je l'ai bien vue s'ouvrir complètement, sans que personne ne soit là. Elle s'est refermée rapidement, mais sans claquer. Un courant d'air? Non, sinon elle aurait claqué. Quelqu'un qui vérifiait si j'étais là. Impossible, je l'aurais vu dans l'encadrement. J'ai demandé à ma mère si elle était entrée dans ma chambre, elle m'a dit que non. Et il n'y avait personne d'autre à la maison à ce moment-là. La même année, un matin en me réveillant, j'ai remarqué que ma manette Xbox n'était plus sur ma chaise, là où je la laissais toujours. Elle était posée sur mon bureau. Pourquoi? Personne ne touche à mes affaires, et il n'y avait aucune raison de la déplacer. Personne dans la famille ne fait de somnambulisme ni n'a de troubles du sommeil. À cette époque, j'habitais chez mes grands-parents avec ma mère. On avait tous les deux cette sensation désagréable d'être observés, surtout à l'étage la nuit, parfois même en bas. La chambre de mes grands-parents, c'était la pire. On sentait une présence pesante quand ils n'étaient pas là, presque oppressante. Assez étrange. En 2016, ma mère et moi avons déménagé tous les deux. J'étais en terminale. Un matin, ma mère m'a dit qu'elle avait entendu des pas dans les escaliers et des murmures. Moi, je n'ai rien entendu cette nuit-là. Et encore une fois, aucun problème de somnambulisme chez nous. Puis en 2018, mes grands-parents ont déménagé à leur tour. On les aidait à faire les cartons. Quand presque tout était emballé, ils sont partis de la maison, nous laissant seuls à l'intérieur, avec très peu de meubles. Dès qu'ils sont partis, on a ressenti cette même présence. Sauf que cette fois, c'était en plein jour, et c'était partout. Une sensation vraiment intense, comme si quelqu'un nous espionnait. On était tellement mal à l'aise qu'on a fini ce qu'on avait à faire et on est parti vite. Ce malaise ne nous a quittés qu'après avoir quitté l'allée en voiture. Honnêtement, c'est l'expérience la plus flippante que j'ai jamais vécue. Pourquoi cette présence s'est-elle soudainement intensifiée? Et comment a-t-elle pu presque nous suivre en dehors de la maison? Autant de questions sans réponse.
Je dormais au 3e étage, dans une grande pièce aménagée dans les combles, sans porte, avec des plafonds inclinés, directement au-dessus de la chambre de ma sœur. C'était une très vieille maison, et on n'avait pas toujours les moyens de faire les réparations nécessaires. Parmi celles qui avaient été négligées, beaucoup concernaient le toit au-dessus de ma chambre, ce qui faisait que lorsqu'il pleuvait, ça fuyait régulièrement. Pour gérer ça, on avait placé des casseroles sur le sol, là où les gouttes tombaient. Elles restaient là en permanence, parce qu'on ne savait jamais quand une averse allait commencer. Et comme j'étais à l'université, mes parents, plus âgés, n'avaient pas envie de courir à l'étage à chaque goutte de pluie. Ce détail est important pour la suite. Je suis donc rentré un week-end, et ma sœur m'a dit que depuis mon départ à la fac, elle entendait des bruits de pas au-dessus de sa chambre, donc dans la mienne. On était les 2 seuls enfants à vivre encore dans la maison, notre frère était déjà parti, et mes parents ne montaient jamais au 3e étage. Elle m'a dit qu'absolument chaque nuit, une fois tout le monde couché, elle entendait les craquements distincts de quelqu'un marchant dans ma chambre. Elle avait demandé à mes parents, qui lui avaient juré qu'ils n'étaient pas montés, ils auraient dû passer devant sa chambre de toute façon, et dans une maison aussi vieille et grinçante, elle les aurait entendus passer. Mais ils la croyaient, eux aussi avaient entendu les pas. Il y avait aussi un espace de rangement en face de ma chambre, construit de manière similaire, avec les plafonds inclinés et pas de porte. Les 2 pièces étaient séparées seulement par le palier et un drap que j'avais accroché pour faire office de porte, oui, on faisait dans le raffiné. Mes parents disaient aussi avoir entendu des bruits de pas dans cette pièce-là, puis les bruits traversaient vers mon côté. Franchement, je n'y ai pas prêté trop attention sur le moment. J'avais vécu dans cette maison pendant 20 ans, j'y avais déjà vu pas mal de choses étranges, donc je me suis dit, encore une bizarrerie de plus. Mais ce week-end-là, pendant que je dormais dans ma chambre, quelque chose s'est passé, quelque chose qui m'a confirmé que cette maison était bel et bien hantée. J'étais endormi à l'opposé de l'escalier. Tu te souviens des casseroles? C'est là qu'elles entrent en jeu. Certaines étaient très proches les unes des autres, presque en train de se toucher, mais pas tout à fait. Le plancher était tellement vieux et instable que certaines lattes faisaient résonner les casseroles quand on marchait dessus. C'était un bruit familier pour moi, je l'avais entendu des milliers de fois en traversant ma chambre. Une nuit, donc, je dors, et je me réveille au son des casseroles qui s'entrechoquent, suivis des craquements du sol. C'était exactement le même bruit que lorsque je marchais dans cette pièce. J'ai entendu une progression, d'abord la casserole la plus proche des escaliers qui bougeait, puis la suivante, puis celle du milieu de la pièce. J'ai senti que quelque chose s'approchait de mon lit. Je dormais tourné vers le mur, dos au bruit, comme un psychopathe, oui, qui dort face au mur dans une maison hantée. Et là, j'ai entendu le craquement de la latte juste à côté de mon matelas. J'ai senti le sol bouger, comme si quelqu'un se tenait là, juste au-dessus de moi. J'ai fini par me retourner et j'ai vu une immense silhouette noire, massive, debout au-dessus de mon lit. Elle devait faire plus de 2 mètres, avec des épaules très larges, penchées au-dessus de moi. Aucune caractéristique visible, juste une forme sombre, dense, massive. Pas de visage, rien de distinct, juste une ombre immense. J'ai tiré la couverture sur moi, pas la meilleure stratégie face à un démon, mais que faire d'autre? Je suis resté caché un moment. Aucun autre bruit. Quand j'ai finalement osé regarder à nouveau, il n'y avait plus rien. Je ne sais pas comment, mais j'ai réussi à me rendormir, même si ce n'était pas un sommeil paisible. Le matin, j'ai raconté à ma mère ce que j'avais vu. Et avant même que je puisse lui décrire le « bonhomme ombre », elle m'a coupé. Est-ce que c'était une silhouette immense, très large, comme un bloc, sans visage? Je lui ai demandé comment elle savait. Elle m'a dit qu'elle l'avait vu aussi, debout dans l'encadrement de sa porte, une nuit. Elle avait cru que c'était mon père qui se préparait à aller travailler, et elle lui avait parlé. Mais mon père, allongé derrière elle dans le lit, lui a répondu « Mais qu'est-ce que tu racontes, c'est en pleine nuit », et quand elle s'est retournée vers la porte, la silhouette avait disparu. On a déménagé peu après, pour d'autres raisons. En commençant une thérapie, aussi pour d'autres raisons, j'ai commencé à me rappeler certaines choses de mon enfance. Des souvenirs très clairs de moi, enfant, parlant à ce que j'appelais « l'homme ombre bleu », qui se tenait dans un coin de la chambre de mes parents.
Je ne me souviens pas de tout, mais je le revois très distinctement maintenant. Et je suis convaincu qu'il était là depuis des décennies, qu'il ne m'est simplement réapparu que dans ma vingtaine. Je me demande parfois si les nouveaux propriétaires l'ont vu, lui ou les autres. Mais je n'ose pas poser la question. Je n'ai pas envie de les terrifier. C'est une histoire parmi tant d'autres, mais c'est sans doute l'une des plus marquantes. Il y avait plusieurs entités dans cette maison. Je devrais vraiment commencer à tout écrire quelque part. J'avais environ 16 ans. J'étais dehors en train de boire avec ma copine, et vers minuit, on rentrait chez moi. Il y avait 2 chemins possibles, une rue fréquentée ou une longue piste cyclable qui traversait les bois. On a choisi la piste. Je marchais à environ 2 mètres devant elle, quand j'ai ressenti cette sensation étrange. Comme une piqûre d'abeille à un endroit que je ne connaissais pas. Une certitude soudaine que quelque chose n'allait pas, que quelque chose de mauvais allait se produire. À peine une seconde plus tard, j'ai entendu ce bruit, comme si quelqu'un vidait ses poumons d'un seul coup. Elle a crié, et quand je me suis retourné, je l'ai vue s'écraser face contre le bitume. Elle s'est relevée, furieuse, me demandant pourquoi je l'avais poussée. Puis elle s'est figée, confuse, en réalisant que j'étais devant elle, bien trop loin pour l'avoir touchée. Elle a dit qu'elle avait entendu ce souffle crier juste à côté de son oreille, et qu'on l'avait poussée. Fort. On a détalé sans réfléchir, prenant l'autre chemin pour rentrer, même si ça nous a fait perdre une bonne heure. On n'avait aucune envie de repasser par ces bois. Une fois chez moi, quand elle a enlevé son t-shirt, elle avait 2 bleus dans le dos. Personne ne nous a cru. Mais on n'a plus jamais repris ce chemin-là, pas de nuit en tout cas. Il y a 11 ans, mon frère et moi avons vécu quelque chose que je n'arrive toujours pas à expliquer aujourd'hui. J'ai eu beaucoup d'expériences étranges, parfois carrément inexplicables, dans ma vie. Mais celle-ci reste gravée dans ma mémoire comme une cicatrice. Ce qui la rend encore plus troublante, c'est que je suis plutôt sceptique à propos des fantômes, des démons ou des contacts extraterrestres sur Terre. Et pourtant, cette expérience me hante, parce que je n'ai aucune réponse claire. Aucune. J'avais 11 ans à l'époque. Ma famille se réunissait chez mes grands-parents, dans leur propriété au cœur du désert du Nevada. Barbecue dans le jardin, ma grand-mère qui préparait sa fameuse salade à l'intérieur, les parents et les oncles en train de boire du vin dans le salon. C'était une soirée parfaite, vraiment. Mais ce dont je me souviens le plus, c'est ce qu'on a vu. Mon frère et moi étions dehors, devant la maison, à jouer à des jeux d'enfants. Juste nous deux et notre imagination. À un moment, on a commencé à se lasser, alors on s'est assis sur le trottoir, à parler de tout et de rien. Il commençait à faire nuit. Il faisait incroyablement calme, pas de voiture dans la rue, juste une petite brise dans les palmiers, cette chaleur douce et sèche qu'on ressent après le coucher du soleil dans le désert. C'était paisible. Parfaitement paisible. Je ne me souviens plus depuis combien de temps on était assis là quand c'est arrivé. Mon frère m'a interrompu en pointant le ciel, sur notre gauche. Là, au-dessus du quartier, juste de l'autre côté de la rue, peut-être à 10 ou 15 mètres de haut, il y avait quelque chose. En fait, 2 choses. 2 énormes lumières blanches, silencieuses, qui avançaient lentement de gauche à droite dans notre champ de vision. Elles semblaient flotter juste au-dessus de la maison de notre voisin, comme si elles étaient à portée de main. Le plus étrange, c'est qu'elles ne faisaient aucun bruit. Aucune vibration, aucun bourdonnement. Rien. Juste ce glissement silencieux. À un moment, les 2 lumières se sont légèrement éloignées l'une de l'autre, et c'est là qu'on a eu cette impression. Comme si, ça, nous regardait. Je ne sais pas comment mieux l'expliquer. Et puis, soudainement, ça s'est mis à briller très fort. Éblouissant. Comme un flash, mais qui durait. Et pourtant, on voyait toujours ce qui nous entourait. Ça me rappelle ces drones dans Half-Life qui aveuglent les gens, sauf que là, c'était bien plus grand. Et surtout, il n'y avait rien d'autre que ces 2 lumières. Aucun engin visible.
Juste, de la lumière. Elles sont restées là un moment. Je ne saurais dire combien de temps. Mon frère et moi étions figés, incapables de parler ou même de réagir. On se regardait même pas. On fixait juste ces lumières, silencieux. Et puis, comme elles étaient venues, elles sont reparties. Lentement, hors de notre champ de vision, derrière les maisons. C'est là que j'ai respiré de nouveau, et j'ai lâché un petit rire nerveux. Mon frère m'a répondu en me demandant si on pouvait rentrer maintenant. Il avait l'air vraiment secoué. Moi aussi. On est allé à l'intérieur pour en parler à nos parents, qui ne nous ont pas cru. Ma grand-mère est sortie sur l'allée pour voir, mais bien sûr, il n'y avait plus rien. Elle a dit qu'on avait probablement vu un hélicoptère, il y a un hôpital pas loin. Mais non. Les hélicoptères font du bruit. Beaucoup de bruit. S'il y en avait eu un à 15 mètres de la maison, toute la famille serait sortie voir ce qu'il se passait. Et surtout, il n'y avait pas d'appareil. Pas de structure, pas de drone, pas de ballon. Juste 2 lumières massives. 2 lumières qui bougeaient d'elles-mêmes, dans un silence total, et qui semblaient nous observer. J'en avais parlé une fois sur Reddit quand j'étais plus jeune, mais je ne savais pas vraiment comment l'expliquer à l'époque. Des gens avaient mentionné les skinwalkers. J'ai fait mes recherches, et, peut-être, la région correspond. Mais ces énormes sphères lumineuses silencieuses ne collent pas trop à cette description. Est-ce que c'était des extraterrestres? Je ne sais pas. Même après ça, j'ai du mal à croire qu'on ait vu un vaisseau venu de plusieurs millions d'années-lumière. Un engin militaire secret. C'est possible. On était à quelques heures de la zone 51. Mais alors pourquoi venir flotter dans un quartier résidentiel tranquille au milieu du désert? Pourquoi 2 lumières? Pourquoi nous? Pourquoi faire? Aujourd'hui encore, avec toute la technologie qu'on a, c'est difficile à reproduire. Il faudrait 2 drones capables de soulever des lumières aussi grosses qu'une voiture, de rester parfaitement silencieux à une telle proximité, et de se coordonner comme s'ils formaient un seul objet. Et pourquoi? Juste pour effrayer 2 gamins? Ça n'a aucun sens. Je me souviens d'une vidéo sur YouTube que j'avais trouvée quelques années plus tard, tournée pas loin de la maison de mes grands-parents. C'était exactement ce qu'on avait vu. Mais je ne l'ai jamais retrouvé, malgré toutes mes recherches. Je regrette de ne pas l'avoir sauvegardé. Parfois, je me dis que je ne veux peut-être même pas savoir ce que c'était. C'est l'une de ces choses qui dépassent l'entendement. On ne l'a jamais revu. Jamais revécu ça. Une seule fois, mais je m'en souviendrai toute ma vie. Quand j'étais tout petit, à l'âge où je passais du berceau au lit, j'avais une veilleuse rouge fixée au mur, en forme de ballon. Elle était là depuis avant ma naissance, installée lors de la décoration de ma chambre. Je dois mentionner ici mon grand-père, un homme profondément croyant, ordonné ministre, qu'on décrivait à la fois comme aimant, doux, et d'une empathie rare, même envers des inconnus. Mais aussi comme un homme tourmenté, rongé par des souvenirs sombres, notamment ceux de son service pendant la Seconde Guerre mondiale, en tant que plongeur de combat. Il se trouvait sur le pont de son navire lors de la reddition du Japon. Plus tard, il aurait également servi pendant la guerre de Corée, mais j'en sais encore moins sur cette période. J'en parle parce que 2 jours après ma naissance, alors qu'il ne parvenait plus à refouler une culpabilité visiblement profonde, mon grand-père a mis fin à ses jours. Il s'est tiré une balle dans la bouche, à une vingtaine de mètres à peine de la fenêtre de ma chambre, dans un petit camping-car transformé en atelier mobile, qu'il utilisait pour aider les autres, là où personne d'autre ne pouvait ou ne voulait intervenir. C'était sa manière à lui d'être utile. Il refusait souvent d'être payé, le travail bien fait et le service rendu étaient sa récompense. Je ne pense pas que la « chose rouge » que j'ai perçue plus tard ait été mon grand-père. À moins qu'on m'ait menti sur toute la ligne. Mais je pense que c'est important de le mentionner. Peut-être était-ce plutôt la noirceur, la souffrance, cette force invisible qui l'avait tourmenté jusqu'à la mort, et qui s'est ensuite attachée à moi, parce que j'étais jeune, ouvert, vulnérable, réceptif à sa présence au point de pouvoir communiquer avec elle.
Je n'exagère pas quand je dis que ce que cette lampe me disait était d'une violence indescriptible. Imagine la petite fille dans Poltergeist. Maintenant, imagine ça en 10 fois pire. Tous les soirs, jusqu'à ce que je m'endorme en me cachant sous mes couvertures, cette chose me disait des choses choquantes, haineuses, obscènes. Je viens d'un foyer où on n'utilisait même pas le mot haine. J'étais un gamin de 4 ans, surprotégé, qui aimait Barney, Lamp Shop et son bac à sable. Il n'y a aucun monde dans lequel j'aurais pu entendre ou inventer de telles horreurs tout seul. Ce n'était pas moi. Et ça ne faisait qu'empirer. Jusqu'au jour où j'ai eu le courage d'en parler à ma mère. Elle m'a écouté, m'a cru, et s'est excusée de ne pas avoir vu plus tôt que j'étais terrifié. Elle a tout de suite proposé de retirer la lampe. J'en parlerai plus en détail plus tard. Mais une fois la lampe partie, Simon a pris le relais. Tu sais, le jeu électronique avec les boutons de couleur? Il se mettait à s'allumer tout seul, dans mon coffre à jouets. Parfois, il allait très lentement jusqu'à 2 ou 3 séquences avant d'émettre ce bruit dégueulasse et strident, « T'as perdu, espèce de connard » ou quelque chose d'aussi agressif. Ensuite, plus rien. Silence. Mais généralement, quelques minutes plus tard, il redémarrait. Lentement. Encore 2 ou 3 séquences, puis le même bruit. C'est devenu tellement pénible que ça faisait partie de la routine du coucher, retrouver Simon, l'éteindre. Mais ça ne changeait rien. On a fini par lui retirer la pile 9V et les grosses piles D. Il continuait quand même. Mais uniquement hors de vue. Toute la maison l'a entendu au moins une fois. Impossible à ignorer à 3 heures du matin dans un silence absolu. J'ai toujours eu l'impression d'être suivi par des choses, des sortes de fantômes nichés dans les câblages, les circuits électroniques. Je pense qu'ils s'amusent avec moi parce que je suis devenu quelqu'un de logique, très ingénieur, très cartésien. Mais c'est comme s'ils savaient que je les remarque. Parfois, des appareils tombent en panne d'une manière impossible, dans un mode de défaillance qui ne peut pas exister sur papier. Et quand je suis appelé pour réparer, souvent après que plusieurs autres ont essayé sans succès, il suffit que je sois là pour que ça se remette à fonctionner, sans rien faire. Et ça ne tombe plus jamais en panne. Comme si ma simple présence suffisait à réinitialiser quelque chose. Je n'aime pas ça. Ce n'est pas scientifique, ce n'est pas rationnel, mais c'est réel. Et récemment, après le décès de ma mère, en vidant son box de stockage, je suis retombé sur cette fameuse lampe ballon rouge. Elle ne l'avait jamais jetée. Non, elle ne m'a pas parlé. Mais je ne compte pas lui laisser une autre chance de le faire à quelqu'un d'autre. J'avais probablement 11 ou 12 ans quand je me suis levé au milieu de la nuit pour aller aux toilettes. En entrant dans la salle de bain, j'ai vu la silhouette sombre d'une femme assise sur les toilettes. Elle a lentement tourné la tête dans ma direction, et pendant une seconde, j'ai cru que c'était ma mère. Mais quelque chose n'allait pas. La lumière n'était pas allumée, la silhouette ne bougeait pas vraiment, et surtout, il y avait un silence qui rendait l'instant irréel. J'ai jeté un œil vers la chambre de mes parents dont la porte était ouverte, ce qui m'a tout de suite mis mal à l'aise, car normalement, elle restait toujours fermée la nuit. Je me suis approché pour vérifier et j'ai vu ma mère profondément endormie dans son lit. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. J'ai reculé d'un pas, pris d'un mélange de panique et d'incompréhension, mais j'avais encore affreusement envie d'aller aux toilettes. Alors j'ai couru à l'autre salle de bain sans me retourner, essayant de ne pas penser à ce que j'avais vu. Une fois soulagé, j'ai attendu quelques secondes avant de sortir, le souffle coupé, puis je suis revenu dans le couloir. La salle de bain où j'avais vu la silhouette était vide. La porte était entr'ouverte, l'obscurité toujours là, mais plus rien ne bougeait. Je n'ai jamais compris ce que j'avais vu ce soir-là, et pendant longtemps, j'ai évité d'utiliser cette salle de bain la nuit. Quand j'étais ado, je traînais un soir avec un groupe de potes dans un vieux cimetière. On n'était pas là pour faire quoi que ce soit de bizarre, juste pour se donner un peu de frisson comme on le faisait parfois, en mode défi ou pour raconter des histoires. À l'entrée du cimetière,
il y avait un grand obélisque un peu usé par le temps, avec une statue accrochée autour, une femme agenouillée la tête baissée, comme si elle pleurait en silence. Elle semblait presque vivante sous la lumière de la lune, figée dans une tristesse éternelle. On a continué à marcher entre les tombes, on riait, on chuchotait pour se faire peur, mais malgré l'ambiance, j'avais du mal à me détacher de cette statue. Il y avait quelque chose d'étrange, comme si elle nous observait sans lever les yeux. Après un moment, on a décidé de partir, et en revenant vers la sortie, je me suis arrêté net. L'obélisque était toujours là, à la même place, mais la statue avait disparu. Plus de silhouettes agenouillées, plus de bras enroulés autour de la pierre, juste la base vide, comme si rien n'avait jamais été posé là. Mes amis ont d'abord cru que je plaisantais, mais quand ils ont vu mon visage, ils ont regardé eux aussi. On a tous eu ce moment de silence, ce blocage, personne ne voulait vraiment en parler sur le moment, alors on est juste parti en vitesse. Personne ne nous a jamais cru quand on a raconté cette histoire plus tard, mais depuis ce soir-là, plus aucun de nous n'est retourné dans ce cimetière. Je vivais à l'étage d'un ancien relais de poste du XVIIIe siècle transformé en musée. L'appartement que j'occupais avait tout son charme, avec ses planchers qui craquaient et ses murs épais, mais ce n'était pas le genre d'endroit qui faisait oublier son histoire. Il n'y avait pas de véritable porte arrière dans mon logement, mais il y avait une porte verrouillée à l'intérieur, une vieille porte en bois massif que j'avais toujours supposé mener directement au musée, juste en dessous. Une nuit, alors que tout était calme, mon chien et moi avons entendu des bruits de pas qui montaient les escaliers situés à l'arrière du bâtiment. C'étaient des pas lourds, réguliers, comme si quelqu'un gravissait lentement chaque marche. Mon chien s'est figé, les oreilles dressées, la tête inclinée de gauche à droite comme il le faisait quand il essayait de comprendre un son. Les bruits se rapprochaient, ils s'arrêtaient juste derrière la porte verrouillée. J'écoutais attentivement, m'attendant à ce qu'on frappe, pensant que c'était sans doute le gardien du musée qui venait pour une raison quelconque. Mais il n'y a eu aucun coup frappé, aucun mot, rien. Le silence s'est installé brusquement, lourd, comme si ce qui se trouvait derrière la porte avait décidé de rester là, immobile. J'ai attendu un peu, puis j'ai fini par me dire qu'il avait peut-être changé d'avis et était redescendu sans que je l'entende. Le lendemain, en croisant le gardien, je lui ai demandé en toute simplicité pourquoi il était monté par l'arrière la veille. Il m'a regardé d'un air surpris, un peu déconcerté, puis il m'a répondu que les escaliers à l'arrière du bâtiment étaient condamnés depuis plus d'un siècle. Personne ne pouvait les emprunter. Il m'a dit que derrière cette porte, il n'y avait que des murs, des cloisons scellées et un accès qui avait été muré il y a des générations. Je n'ai pas su quoi répondre. Ce soir-là, j'ai regardé cette porte un long moment. Et même si rien ne s'est jamais reproduit, je n'ai plus jamais entendu ce silence de la même façon. Quand j'avais environ 13 ans, mes amis du quartier venaient souvent chez moi pour faire des feux de camp dans le jardin, surtout les soirs où la lune était bien visible. On s'installait tous autour des flammes, on racontait des histoires, on riait, c'était devenu une sorte de rituel entre nous. Ce soir-là, tout semblait normal. Le feu crépitait doucement, on parlait de tout et de rien, quand soudain, un son étrange a traversé l'air, des pleurs, des sanglots venant de quelque part derrière la maison. On s'est tous retournés vers le chemin de terre, celui qui longeait les bois. Et là, dans la clarté pâle de la lune, on a vu une forme blanche. C'était comme une petite masse lumineuse, à peine 1 mètre de haut, qui semblait briller doucement dans l'obscurité. C'était trop loin pour qu'on puisse distinguer des détails, mais suffisamment proche pour qu'on sente immédiatement que ce n'était pas normal. Je me souviens que quelqu'un a lâché un « c'est quoi ce truc ?» mais moi, j'étais déjà debout, poussé par une impulsion presque incontrôlable. J'ai commencé à courir vers la forme. Elle se tenait à environ 20 mètres, mais plus je m'approchais, plus elle semblait changer. À un moment, j'étais assez près pour la voir clairement, et pourtant, je n'arrivais pas à en saisir les contours. Sa forme bougeait comme si elle hésitait à rester stable, comme si mon regard ne pouvait pas la fixer. Juste au moment où j'allais peut-être comprendre ce que j'avais en face de moi, la chose a glissé vers les bois et a disparu entre les arbres. Je me suis arrêté net. Un frisson m'a traversé tout le corps,
pas de peur immédiate, mais comme une alerte profonde, instinctive, comme si quelque chose me disait de ne surtout pas aller plus loin. Alors j'ai fait demi-tour et j'ai couru jusqu'au feu. Mes amis m'ont bombardé de questions, ils voulaient tous savoir ce que j'avais vu, si j'avais compris ce que c'était. Mais même avec toute la volonté du monde, je n'ai pas su leur dire. J'avais été tout près, et pourtant, je n'arrivais pas à décrire sa forme, sa texture, rien de concret. C'était comme si dès que je commençais à le comprendre, cette chose se modifiait juste assez pour m'échapper. On a bien plaisanté un moment en disant que c'était peut-être un pan albinos, mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas ça. Ce que j'avais vu n'appartenait à rien que je connaissais, et même aujourd'hui, je n'arrive toujours pas à lui donner un nom. On était tous assis sur le trampoline ce jour-là, un après-midi banal comme on en avait plein à cet âge-là. Je me souviens qu'on riait, qu'on faisait des jeux idiots, juste des enfants qui profitaient d'un moment sans école, sans règles, juste entre nous. Ma sœur, sa copine, moi, et peut-être un ou deux autres. C'est à ce moment-là que je l'ai vue. Sous le trampoline, allongée près du bord, il y avait ce que je croyais être la copine de ma sœur. Elle était étendue sur le dos, les bras écartés, les paumes posées contre le sol, et elle souriait. Pas un sourire exagéré ou joyeux. C'était un sourire fixe, sans émotion, et son regard semblait figé sur rien en particulier. J'étais fasciné, presque comme bloqué, parce que je ne comprenais pas ce qu'elle faisait là. Et puis d'un coup, la vraie fille, celle que je croyais être sous le trampoline, a surgi de l'autre côté. Elle avait rampé dehors en riant, comme si elle jouait à se cacher. Je me suis tourné vers elle, un peu confus, et j'ai dit tout haut ce qui m'est venu naturellement, « Si t'es là, alors c'est qui, ça ?» Je crois que j'ai rigolé en le disant, un peu comme dans un dessin animé, parce que je ne comprenais pas à quel point c'était dérangeant. J'étais juste un gamin, je n'avais pas les réflexes pour saisir ce que ça pouvait vraiment vouloir dire. Ma sœur, elle, a évité la question. Elle n'a même pas regardé. Soit elle faisait semblant, soit elle n'avait rien vu du tout. On a continué à jouer un moment, mais 5 minutes plus tard, elle s'est levée et a dit calmement, « Bon, ça devient nul, on rentre. » Personne n'a protesté. Je me suis levé avec les autres, j'ai jeté un dernier regard sous le trampoline, et cette chose, ce double ou ce reflet figé, était encore là. Toujours immobile. Toujours souriant. J'ai jamais compris ce que j'avais vu. Pendant longtemps, je me suis dit que c'était mon imagination, une illusion, peut-être même un rêve. Mais aujourd'hui, en y repensant, je sens encore le froid que ça m'a laissé dans le ventre. Ce n'était pas juste étrange. C'était mauvais. Comme si quelque chose jouait avec nous. Comme si ça nous observait pour apprendre à mieux nous imiter. Et le plus troublant, c'est que ce n'était pas la seule chose bizarre qui nous est arrivée dans cette maison. Mes souvenirs d'enfance sont remplis de petits détails qu'on a toujours mis sur le compte du hasard, de l'imagination ou de la peur infantile. Mais maintenant, je me demande sérieusement si ces maisons où on a vécu n'étaient pas marquées par quelque chose de plus sombre. Quelque chose qu'on n'a jamais vraiment voulu regarder en face. J'ai besoin d'en parler à ma sœur. Parce que plus j'y pense, plus je me demande ce que ça voulait vraiment dire, ce que cette chose voulait, et si elle est vraiment partie. Je devais avoir moins de 10 ans, peut-être 7 ou 8, je ne m'en souviens pas très bien, c'est ma mère qui m'a raconté ce qui s'est passé ce jour-là. On vivait dans un petit village en Inde, dans une maison simple mais pleine de vie. Ce jour-là, on était tous les deux assis près de la porte, dans ce qu'on pourrait appeler une véranda pour que tu imagines mieux l'endroit. Le soleil commençait à descendre, ma mère fabriquait tranquillement une guirlande de fleurs, comme elle le faisait souvent en fin de journée. Pendant qu'elle enfilait les fleurs une à une, j'ai levé les yeux vers le portail, et je lui ai demandé, sans vraiment y penser, « Maman, c'est qui cette mamie qui vient vers nous ?» Apparemment, je pointais du doigt une vieille dame qui, selon moi, marchait lentement vers la maison. Mais ma mère, elle, n'a rien vu. Rien du tout. Elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a demandé de répéter ce que j'avais vu, puis,
sans me dire un mot de plus, elle a lâché sa guirlande, s'est levée et m'a tiré doucement par la main pour m'emmener à l'intérieur. Elle a tout de suite raconté à mon père ce que je venais de dire. Mon père a pris une lampe torche et a fait le tour de la maison, a vérifié le portail, les petits chemins autour, chaque coin du jardin. Mais il n'y avait personne. Pas un bruit, pas une trace. Juste ce silence étrange qui s'installe parfois quand le soleil se couche et que l'air semble retenir sa respiration. Ce n'était pas la première chose bizarre qu'on vivait dans cette maison, mais c'était l'un des premiers signes que quelque chose n'allait pas. Il y avait souvent des bruits sans explication, des ombres qui semblaient passer devant les fenêtres alors qu'il n'y avait personne dehors, des objets qui bougeaient légèrement comme s'ils étaient touchés par une main invisible. Plus tard, après qu'on ait quitté cette maison, mes parents ont décidé de parler à un astrologue. Pas un charlatan comme certains le pensent souvent, mais quelqu'un de respecté, avec une vraie connaissance des choses anciennes. Il leur a dit quelque chose qui nous a glacés. Le terrain sur lequel la maison avait été construite, selon lui, était autrefois un smashan, un lieu où, dans la tradition hindoue, on brûle les corps après la mort. Un endroit sacré, mais aussi chargé d'énergie puissante, parfois inachevé, parfois perturbé si les rituels n'avaient pas été faits correctement. En y repensant aujourd'hui, je me demande si cette vieille femme que j'avais vue ce jour-là était vraiment une personne, ou juste une trace, une présence restée là trop longtemps. Peut-être qu'elle ne voulait rien, peut-être qu'elle n'était que le reflet de quelque chose de passé. Mais parfois, quand j'y repense, je sens encore son regard. Je me suis réveillé sans raison apparente, comme tiré brutalement d'un rêve dont je ne me souvenais déjà plus. Il n'y avait pas de bruit, pas de mouvement, juste une sensation écrasante, oppressante, comme si quelque chose m'avait sorti du sommeil simplement en étant là. J'ai ouvert les yeux, confus, le cœur déjà battant un peu trop vite. Et c'est là que je l'ai vu. Une silhouette sombre, juste à droite du centre, au pied de mon lit. Immobile. Presque parfaitement droite. Les stores de ma fenêtre étaient à moitié fermés, laissant passer quelques faisceaux de lumière orangée venant du lampadaire de la rue. Cette lumière ne révélait pas de détails, elle ne faisait qu'accentuer le contraste entre la pièce et cette présence. Pas de visage visible, pas de contour précis, mais une densité, une forme qui n'aurait pas dû être là. Je n'ai pas bougé. Mon corps était figé, tendu comme si mon instinct savait que chaque geste pouvait avoir des conséquences. Ce n'était pas un rêve. Je pouvais sentir l'air, entendre le silence, voir les ombres danser doucement sur les murs, tout était réel. Pourtant, cette chose ne bougeait pas. Elle ne faisait rien. Elle était juste là, comme si sa simple existence suffisait à troubler l'équilibre de la pièce. Je ne me souviens pas combien de temps je suis resté à la regarder. Peut-être quelques secondes, peut-être plusieurs minutes. Puis, lentement, elle a semblé se dissoudre, comme si la lumière la traversait enfin, comme si elle cessait d'exister. Mais cette nuit-là, même après sa disparition, je ne me suis pas rendormi. Parce que ce n'était pas un cauchemar. C'était une présence. Et elle savait que je l'avais vue. Je commencerai par dire que je suis un grand sceptique en ce qui concerne tout ce qui touche au paranormal. Quand je vivais encore chez mes parents, nous avions un chien. Un bâtard brun roux, avec surtout du Romagnan Ridgeback en lui. Il avait voyagé partout avec nous, et il commençait à vieillir sérieusement. Il est mort en 2015 à cause d'une tumeur. Sa mort m'a profondément affecté, car c'était moi qui étais le plus proche de lui. 3 mois plus tard, mes parents et mes frères et sœurs ont commencé à parler de reprendre un chien. On est allé dans une ferme où une portée de chiots bâtards, principalement Vizsla, venait de naître. À contre-cœur, j'ai donné mon avis sur celui que je préférais. Parmi toute la portée, un seul chiot avait le pelage brun roux traditionnel, presque identique à celui de notre ancien chien. Il avait aussi les yeux verts. Mes frères et sœurs en voulaient un autre, mais pour une raison ou une autre, c'est celui que j'avais choisi que nous avons finalement adopté. Les chiots étaient encore trop jeunes pour qu'on les emmène, mais environ 1 mois plus tard, on est allé le chercher. Il a grandi très vite, et en moins d'1 an,
il avait atteint la taille de notre ancien chien. Un soir, on regardait un film ou une émission après le dîner, et le nouveau chien, fatigué de sa journée, s'était finalement posé dans le salon, sur des coussins. Il avait l'habitude de se relever de temps en temps pour aller explorer, mais là, il s'était clairement installé pour la nuit. Le salon était assez ouvert, avec la cuisine d'un côté et, à l'opposé, une petite ouverture menant à un couloir en L. À une extrémité, il y avait la salle de bain, puis à l'angle droit, une porte vers l'extérieur, et enfin ma chambre à l'autre bout. 4 portes en tout dans ce petit couloir. Ce détail est important parce qu'on utilisait souvent cette porte pour laisser sortir le chien quand il en avait besoin. Et ce couloir était visible depuis le salon, pendant qu'on regardait la télé. J'étais allongé sur le sol, devant la télé, et du coin de l'œil, j'ai vu un chien brun roux passer de l'entrée du couloir, près de la porte extérieure, jusqu'à ma chambre. J'avais complètement oublié que mon chien était toujours derrière moi, sur son coussin. Il était encore jeune et j'évitais qu'il traîne seul dans ma chambre. Alors, sans réfléchir, je l'ai appelé par son nom, lui ai dit « non » et de sortir de là. Il écoutait bien, donc ça m'est venu naturellement. Mais au moment où j'ai dit son nom, j'ai entendu le tintement de ses médailles, juste derrière moi. Les poils sur mes bras, mes jambes, ma nuque se sont dressés d'un coup. J'ai ressenti des picotements tout autour de ma tête, jusqu'aux oreilles. J'ai regardé autour de moi. Toute ma famille était encore absorbée par ce qu'on regardait, mais ils m'ont tous vu me retourner. Je leur ai raconté ce que je venais de voir, et ça m'a laissé une sensation étrange, presque triste. Je n'ai jamais revu quelque chose de semblable depuis, et avant ça, rien non plus. C'était vraiment une expérience étrange, et honnêtement, je ne sais toujours pas quoi en penser. Je reste un sceptique convaincu. J'aimerais croire, mais j'ai toujours cette tendance à chercher une explication logique à tout. Je suis quelqu'un d'extrêmement sceptique en ce qui concerne le paranormal, et je doute souvent de ce que je lis à ce sujet. Pourtant, j'ai vécu une seule expérience que je n'ai jamais pu expliquer, et elle me hante encore aujourd'hui tant elle est restée nette dans ma mémoire. J'ai toujours vécu dans la même ville, aux États-Unis. À l'époque, il y avait un petit magasin Circle K près de chez moi, où je connaissais les 4 ou 5 employés réguliers. Le magasin n'avait qu'une seule entrée, qui servait aussi de sortie, un unique parking devant, et une seule salle de bain individuelle, verrouillable de l'intérieur. En mars 2011, je me rends au Circle K. Au même moment, une vieille voiture blanche, un vrai tas de ferraille, se gare juste à côté de moi. La conductrice en descend au moment où je sors moi-même de ma voiture. Elle entre dans le magasin. Moi, je prends encore une minute pour jeter quelques déchets dans la poubelle de ma voiture avant d'y aller à mon tour. En entrant dans le magasin, je remarque qu'elle n'en est pas ressortie, et que, mis à part la caissière, que je connaissais très bien, je suis seul dans la boutique. Je me dis donc que la femme est sûrement dans la salle de bain. Je prends quelques snacks, puis je vais à la caisse. En discutant avec la caissière, je lui demande si une femme est entrée peu avant moi, probablement pour utiliser les toilettes. Cela faisait déjà près de 10 minutes, et je trouvais ça étrange. Je commence à lui décrire la femme, très pâle, cheveux noirs, yeux bruns, taille moyenne, et je précise qu'elle avait une silhouette très marquée, taille très fine, hanches larges, jambes épaisses. Là, la caissière sursaute. Elle me dit qu'elle voit exactement de qui je parle, que cette femme est une cliente régulière. Mais ensuite, elle me dit quelque chose qui me glace encore aujourd'hui. Selon elle, cette femme n'est pas venue dans le magasin ce jour-là. Elle insiste, elle était au comptoir tout le temps, et n'a vu personne entrer, mis à part moi. On était tous les deux choqués. Je ne pouvais pas avoir halluciné, la caissière avait reconnu la description d'une habituée que je ne connaissais même pas. Et je l'avais clairement vue sortir de sa voiture et entrer dans le magasin avant moi. Quand je suis sorti, la voiture blanche était toujours là. Je suis resté quelques minutes dans ma propre voiture, juste à observer, curieux, mais j'ai fini par partir, de peur de passer pour un voyeur ou un type louche. Je n'ai jamais su si elle était revenue chercher sa voiture. La seule explication rationnelle que j'ai pu imaginer, c'est qu'elle s'était faufilée dans la salle de bain pour faire quelque chose de louche trafic,
consommation de drogue, ou autre, et que la caissière était complice, jouant la comédie en me disant ne rien avoir vu. Même si je connaissais bien cette employée, je ne peux pas prétendre qu'elle n'avait pas ses propres secrets. Mais au fond, je n'en sais rien. Cette femme s'est littéralement volatilisée. Je suis allé avec une amie à la maison des meurtres à la hache de Villisca. On avait apporté des caméras et des enregistreurs vocaux. On était dans la chambre où plusieurs des enfants avaient été tués, quand on a soudain entendu la porte du grenier claquer violemment. Un énorme bruit. On a toutes les deux crié de peur. De retour chez nous, on a regardé les vidéos. J'avais mis un ourson Care-Bear dans le placard. Sur les images, on voit clairement quelque chose l'attraper et le tirer avec force d'avant en arrière. C'était net, et surtout, absolument pas possible à expliquer. Une autre nuit, je suis resté éveillé tard pour réviser. Une fois couché, j'ai fait une terrible paralysie du sommeil. Une silhouette noire planait juste au-dessus de ma tête. J'étais totalement incapable de bouger. Quand j'ai enfin pu me lever, je suis allé voir mon mari. Il m'a montré du doigt le crucifix accroché au mur, au-dessus du micro-ondes. Il était complètement retourné, la tête en bas. Je ne pouvais pas y croire. J'avais joué avec une planche de Ouija, et une fois, j'ai oublié de prier avant de commencer. La planche s'est mise à écrire des mots très vulgaires et des menaces, disant qu'elle allait me faire du mal. Je l'ai rangée immédiatement. Plus tard, alors que je faisais le ménage, j'ai entendu le cri fort d'un nourrisson, comme s'il avait faim. J'étais pourtant sans enfant à cette époque. La nuit suivante, j'ai rêvé que je fuyais une ombre noire, qui grognait, prête à me rattraper. Je me suis réveillé en pleurant, tremblante. Il était 3h15 du matin. Et là, j'entends un grand fracas dehors. Je sors et découvre ma voiture toute neuve, stationnée, totalement détruite. Un conducteur ivre l'avait percutée. Le lendemain, j'ai jeté la planche de Ouija à la poubelle. Mais ce n'était pas fini. En prenant mon bain, j'ai eu la sensation oppressante que quelqu'un me fixait intensément. J'ai demandé à voix haute qu'on me laisse tranquille. À ce moment précis, le porte-savon posé au bord de la baignoire s'est mis à vibrer fortement, s'est légèrement soulevé, puis est retombé brutalement. Quand j'avais 18 ans, mon père m'apprenait à conduire. Il était assis à côté de moi. En arrivant à un stop dans une zone rurale, je vois un homme debout à droite, près de la fenêtre passager. Il porte un pantalon de ville et une chemise blanche, la tête penchée, les yeux fixés sur moi. Je demande à mon père s'il le voit aussi. Il me regarde bizarrement et me dit que non. Je continue à conduire, mais l'homme est toujours là. En face, de l'autre côté de la route, il y avait un cimetière. On était partis en famille, comme chaque année, et ce jour-là, on avait prévu une visite d'un vieux château médiéval. L'endroit était situé sur une colline, entouré de végétation, avec une vue dégagée sur la vallée. À l'arrivée, le bâtiment semblait imposant, mais pas particulièrement étrange. Il faisait chaud dehors, mais à l'intérieur, l'air était frais et un peu humide. Le château se visitait librement. On se promenait à notre rythme, en suivant les panneaux. Il y avait des escaliers en pierre, des couloirs voûtés, des salles sombres avec de vieux meubles, et des murs épais couverts de mousse par endroits. Je me suis un peu éloigné du groupe, absorbé par l'atmosphère des lieux. J'ai toujours aimé explorer ce genre d'endroit, et je montais tranquillement un escalier en colimaçon, seul, sans vraiment penser à quoi que ce soit. C'est à ce moment que j'ai senti quelque chose d'anormal. Une main s'est posée dans mon dos. Pas une simple pression, mais une prise assez ferme, comme si quelqu'un voulait me retenir. Puis j'ai senti une traction nette, vers l'arrière. Instinctivement, je me suis retourné, pensant que c'était un de mes proches qui m'avait rejoint sans que je l'entende. Mais il n'y avait absolument personne. L'escalier derrière moi était vide, silencieux. Pas un bruit de pas, rien. Je suis resté immobile quelques secondes. J'ai même regardé autour de moi, pensant que quelqu'un pouvait être caché ou arrivé par un autre passage, mais non.
L'endroit était désert. Je n'ai rien dit tout de suite. J'ai repris la montée, un peu plus rapidement. Je me suis dit que j'avais peut-être mal interprété une sensation, ou qu'un pli de mon t-shirt avait bougé contre le mur. J'ai retrouvé ma famille plus haut, dans une grande salle ouverte, et on a continué la visite normalement. Je n'y ai plus pensé pendant un moment. C'est en fin de parcours que les choses ont recommencé. On descendait un autre escalier, encore plus étroit que le premier. J'étais juste derrière mon père. L'endroit était sombre, avec une lumière très faible qui passait par de petites ouvertures. Il faisait plus froid à cet étage. Alors que je descendais lentement, j'ai senti une traction soudaine vers le haut. Cette fois, ce n'était pas qu'une sensation. Mon t-shirt a été tiré avec une force très claire. Je l'ai senti remonter brutalement, au point de m'étrangler légèrement. J'ai même eu un bref moment de panique, parce que je ne comprenais pas ce qui se passait. Je me suis arrêté net, et mon père s'est retourné en pensant que j'avais glissé. Il a vu mon t-shirt se tendre tout seul. Il y avait même une marque rouge à la base de mon cou, comme si quelqu'un avait tiré par le col. On a terminé la visite en silence. Une fois dehors, on a décidé d'en parler à l'accueil. La personne présente n'a pas été surprise. Elle nous a expliqué que d'autres visiteurs avaient déjà signalé ce genre de phénomène. Des sensations de tiraillement, des coups dans le dos, des vêtements qui se déplacent sans raison. Apparemment, ces événements sont devenus plus fréquents depuis le début de certains travaux de rénovation dans le château. Elle a ajouté que plusieurs employés avaient eux aussi vécu des choses qu'ils n'arrivaient pas à expliquer. Un des membres du personnel m'a parlé plus discrètement. Il m'a raconté qu'il ne croyait pas du tout à ce genre de récit au début, mais qu'après quelques mois passés sur place, il avait changé d'avis. Il m'a décrit des faits très similaires à ceux que j'avais vécus, souvent dans les mêmes escaliers. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.